Peter Handke, bienvenue au conseil d'administration. Messieurs, il fait froid ici. Je ne sais comment vous expliquer. Il y a 1 heure, j'ai téléphoné de la ville pour demander si tout était prêt pour la séance. Personne n'a répondu. Je suis vite venu ici et j'ai cherché le portier. Je ne l'ai trouvé ni dans sa loge, ni en bas à la cave, à la chaudière, ni dans le hall. Dans cette pièce, j'ai finalement trouvé sa femme. Elle était assise sur un tabouret à côté de la porte dans l'obscurité. Elle avait serré sa tête entre ses genoux, elle tenait sa nuque par derrière, l'étreignant de ses mains jointes. Je lui demandai ce qui s'était passé. Sans même bouger, elle m'a dit que son mari était parti, un de leurs enfants ayant été écrasé par une auto en faisant de la luge. C'est la raison pour laquelle les pièces n'ont pas été chauffées, c'est pourquoi je vous demande d'être indulgent. Ce que j'ai à dire ne prendra pas longtemps. Ce serait peut-être mieux si vous rapprochiez un peu vos chaises, cela m'éviterait de crier. Je ne veux pas vous faire un discours politique, mais vous informer de la situation financière de la société. Je suis désolée que la tempête ait cassé les vitres des fenêtres. Quoiqu'avec la femme du portier, j'ai tendu ces sacs en plastique devant les ouvertures pour que la neige ne rentre pas, je ne suis pas parvenue, comme vous le voyez, à l'empêcher complètement. Que le grésillement de la neige ne vous empêche pas, messieurs, de m'écouter. Je vais vous dire les résultats qu'a donné la vérification du bilan. Il n'y a pas en effet de motif d'inquiétude. Je peux vous assurer que la gestion de la direction est juridiquement inattaquable. Venez plus près, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas ce que je dis. Je suis au regret de vous accueillir ici dans de telles conditions. Cela ne se serait pas produit si l'enfant n'était pas passé juste devant l'auto avec sa luge. Tout en attachant un sac plastique avec une ficelle devant la fenêtre, la femme m'a raconté que tout à coup son mari avait poussé un grand cri. Il était en bas à la cave en train d'y mettre le charbon. Elle-même se trouvait ici, dans cette salle, elle y disposait les chaises pour la séance. Tout à coup, elle entend son mari en bas crier. Comme elle me l'a raconté, elle est restée longtemps immobile à l'endroit même où le cri l'avait atteinte, écoutant. Puis, son mari était apparu à la porte, le seau plein de charbon lui pendait encore au bout du bras. À voix basse, regardant de côté, il lui avait dit ce qui s'était passé. C'était le 2e enfant qui avait apporté la nouvelle. Comme c'est donc le portier absent qui a la liste avec vos noms, j'aimerais vous saluer tous tels que je vous vois et tels que vous êtes venus. J'ai dit tels que je vous vois et tels que vous êtes venus, c'est le vent. Je vous remercie de vous être mis en route par ce froid, à travers toute cette neige, pour venir à cette séance. Le chemin était long pour monter jusqu'ici. Vous avez peut-être cru entrer dans une pièce où le givre des fenêtres aurait déjà fondu, où vous auriez pu vous grouper autour du poêle et vous chauffer. Or, vous êtes encore en manteau, assis autour de la table, et la neige qui s'est détachée de vos semelles lorsque vous êtes allés de l'entrée à vos chaises n'est même pas encore fondue. Il n'y a pas de poêle non plus dans la pièce. Nous ne voyons qu'un trou noir dans le mur, là où il y avait jadis le tuyau de tôle, lorsque cette pièce et cette maison déserte étaient encore habitées. Je vous remercie d'être venus quand même, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue. Tout d'abord, mon cordial salut au monsieur assis là-bas, près de l'entrée, là où naguère encore était assise la femme du paysan. Je salue le monsieur et je le remercie. Lorsqu'il reçut, il y a quelques jours, la lettre recommandée annonçant cette séance où devait être examiné le compte-rendu d'exercice du comité de direction, il tint cela peut-être pour parfaitement inutile, d'autant plus qu'il faisait froid et que la neige ne cessait de tomber. Puis, néanmoins, l'idée lui vint que quelque chose n'allait pas dans la société, que cela craquait de façon suspecte dans les poutres de sa charpente. Je dis qu'il croyait peut-être entendre des craquements dans la charpente. Non, rien ne craque dans la charpente de la société. Excusez-moi, dites donc, quelle tempête. Il entreprit donc ce voyage et quitta la ville par ce froid pour venir ici à cette séance. Il dut laisser sa voiture en bas au village. Seul un étroit sentier monte jusqu'à la maison. Il resta assis à l'auberge, lisant les informations économiques du journal, jusqu'à ce que fût venu le moment de se rendre à la séance. Il rencontra en cours de route, dans la forêt, un second monsieur qui allait lui aussi à la séance. Celui-ci était appuyé à un poteau indicateur, et il tenait d'une main son chapeau, de l'autre il enserrait devant la bouche une pomme gelée. Son front et ses cheveux étaient couverts de neige. Je viens de dire, la neige s'accumulait sur ses cheveux et il mangeait une pomme gelée. Lorsque le premier monsieur fut parvenu à sa hauteur, les deux se saluèrent, et le second prit aussi une pomme gelée dans la poche de son manteau et la tendit au premier. La tempête, au même moment, lui enleva le chapeau de la tête, et tous deux se mirent à rire. Tous deux se mirent à rire. Rapprochez-vous encore un peu, sinon vous n'entendrez rien. De plus, il y a des craquements dans les poutres.
Il n'y a pas de craquement dans la charpente de la société. Vous allez tous recevoir les dividendes qui vous reviennent pour l'année financière en cours. C'est ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui au cours de cette séance extraordinaire. Or, pendant que les deux avançaient ensemble maintenant, à travers la neige, face à la tempête, en bas au village, la limousine avec les autres messieurs était elle aussi arrivée. Ils se tenaient le long de l'auto à l'abri du vent qui pochait lourdement leurs manteaux noirs. Ils se concertaient pour savoir s'ils devaient monter jusqu'à la ferme écroulée. Je viens de dire ferme écroulée. Bien qu'ils aient eu certainement nombre d'objections contre le chemin à faire, l'un d'eux fit taire les craintes des autres en leur confiant son inquiétude au sujet de la situation de la société. Au début, leurs pieds firent vigoureusement des trous dans la neige, puis ils commencèrent à traîner de sorte qu'ils se mirent peu à peu à tracer un sentier. Ils s'arrêtèrent une fois, comme il vous en souvient, et regardèrent la vallée derrière eux en bas. Venus du ciel noir, les flocons volaient au-dessus d'eux, les dépassaient. Ils voyaient des traces devant eux, l'une d'elles allait dans le sens de la descente, on la voyait encore à peine. C'était celle du paysan. Il était descendu en courant après avoir appris l'accident survenu à son enfant. Il était certainement tombé souvent, le visage en avant, sans même se protéger des mains. Bien des fois couché, enfoncé profondément dans la neige par ce froid, à maintes reprises, de ses doigts tremblants, il s'était enfoui dedans. À maintes reprises, de sa langue, il avait léché les flocons amers quand il était tombé. Souvent, il avait hurlé sous le ciel où courait la tempête. Je répète, souvent le paysan avait hurlé sous le ciel où courait la tempête. Ils aperçurent aussi des traces qui montaient vers la ferme écroulée. C'étaient celles des deux messieurs qui avalaient les bouchées vertes vitreuses et marchaient à travers la tempête tout en s'entretenant de la situation de la société ou de l'augmentation du capital par la distribution d'actions nouvelles. Finalement, vous êtes tous arrivés. Il faisait déjà nuit, ici, à cette maison, et vous êtes entrés par la porte ouverte. Les deux premiers étaient déjà là, et tout comme maintenant, ils avaient leur carnet de notes ouvert sur leurs genoux et le crayon entre les doigts. Vous attendiez que je commence à parler pour pouvoir commencer à écrire. Je vous souhaite donc la bienvenue à tous et je vous remercie d'être venus. Je souhaite la bienvenue aux messieurs qui mangent les pommes gelées pendant que vous notez ce que je dis. Je souhaite la bienvenue aux 4 autres messieurs qui ont écrasé le fils du paysan avec leur limousine qui filait vers le village, sur la route enneigée, le fils du paysan, le fils du portier. Maintenant, on entend des craquements dans les poutres, des craquements dans la charpente. C'est la neige qui pèse sur le toit. On n'entend pas de craquements dans la charpente de la société. Il y a excédent de recettes, il n'y a rien eu de louche dans la conduite des affaires. Ce sont seulement les poutres qui s'incurvent et percent le plafond, on entend craquer la charpente. Je voudrais remercier aussi le paysan pour tout ce qu'il a fait en vue de cette séance. Les jours précédents, il est monté de sa ferme, ici, à cette maison, avec une échelle pour repeindre cette pièce. L'échelle, il la portait sur l'épaule, la tenant de son bras replié. Il portait à la main gauche le baquet de chaux où était planté un balai aux manches cassées. Il s'en servit ensuite pour blanchir le mur, après que ses enfants eurent descendu le bois empilé à hauteur des fenêtres avec leur luge jusqu'à la ferme. Le baquet d'une main et l'échelle de l'autre, le paysan monta ici lourdement et prépara activement la salle pour cette séance. Les enfants le précédaient, ils couraient, criaient, tirant leur luge, et lui frayaient le chemin, leurs écharpes flottaient au vent. On voit encore maintenant sur le sol les ronds blancs qui se recoupent. C'est là que le paysan déposait son baquet chaque fois qu'il descendait de son échelle pour enduire une autre partie du mur. Les ronds noirs près de l'entrée, où la neige poudreuse entre maintenant par rafales, proviennent des marmites de soupe que la paysanne apportait à l'heure des repas. Tous les trois, alors, assis par terre ou accroupis sur leurs talons, plongeaient hardiment leur cuillère dedans. Pendant ce temps-là, la paysanne se tenait à l'entrée, les bras ballants par-dessus sa veste, et elle chantait la chanson populaire de la neige. Les enfants aspiraient leur soupe de la cuillère au rythme de la mélodie et balançaient la tête tant qu'ils pouvaient. Je vous demande de ne pas vous inquiéter. Il n'y a pas de souci à se faire pour la société. Ce que vous entendez craquer comme ça, c'est la charpente du toit. C'est le poids de la neige sur le toit qui fait craquer la charpente ainsi. Donc, je remercie le paysan pour tout ce qu'il a fait. Je lui aurais volontiers souhaité le bonjour s'il n'était en bas au village auprès de l'enfant écrasé. J'aurais aussi salué la paysanne, et je l'aurais remerciée, et j'aurais aussi souhaité le bonjour aux enfants, et je les aurais chaleureusement remerciés pour tout ce qu'ils ont fait en vue de cette séance. D'ailleurs, je vous remercie tous et vous souhaite bien le bonjour. Je vous demande cependant de rester à vos places, afin que vos pas n'ébranlent pas le toit. Quelle tempête! J'ai dit quelle tempête! Restez tranquillement à vos places.
Je vous remercie d'être venu et je vous adresse mon salut. C'est seulement la charpente qui craque. J'ai dit qu'on entend craquer la charpente. Je viens de vous dire de rester tranquillement assis à vos places afin que la bâtisse ne s'écroule pas. Je viens de dire que j'ai dit que vous deviez rester tranquillement assis à vos places. J'ai dit que que vous deviez rester à vos places. Je vous salue. Je vous salue tous, vous qui êtes venus, vous qui avez voulu passer pour vos dividendes. Je vous salue, vous qui allez trépasser. Je vous salue, vous salue. Peter Handke, l'inondation. Un homme se tient debout dans le fleuve, dis-je. Il se trouve au milieu des galets et tient la tête inclinée. Les bras lui pendent le long du corps. Il est vraisemblable qu'il est descendu, de la rive où nous sommes assis, dans le lit du fleuve, et de pierre en pierre, il s'est approché de l'eau. Vu de l'endroit où nous sommes, très loin de lui, il paraît être juste au pied des vagues. Un pas de plus et il serait dans l'eau jusqu'aux genoux. Un pas encore et l'eau du fleuve l'emporterait. Mais il n'est certainement pas si près que cela, mais quelques mètres en retrait. Normalement, il devrait entendre ce que je dis. Il ne t'entend pas, dit mon frère. Appelle-le. Non. Est-ce qu'il regarde quelque chose ? Je ne sais pas, je ne le vois que de dos. Le contour de son visage est à ce point éclairé par le soleil que je ne peux rien y distinguer. Peut-être ses yeux sont-ils fermés. Il est passé sur les pierres et il est debout là-bas et dort dans le lit du fleuve. Tu mens, dit mon frère. Il n'y a pas d'homme debout dans le lit du fleuve. C'est l'automne alors, les pierres émergent des fleuves. Dessus, il y a de vieux arrosoirs et des branches. L'eau ne coule qu'au milieu du lit du fleuve. Prends-moi la main et aide-moi à descendre, dit mon frère. Tu ne peux pas marcher tout seul ? En voilà une question. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es-tu cassé la jambe ? Si tu ne veux pas, dit mon frère, je continue tout seul. Je vais demander à l'homme là-bas ce qu'il regarde. Tu ne le trouveras pas. Tu vas aller dans la mauvaise direction et tu vas tomber dans les flaques et la vase, tu vas t'y enliser et tu ne pourras plus en sortir. Donne-moi la main. Tu crois qu'il ne nous entend toujours pas ? Nous marchons sur les pierres comme sur le pavé d'une rue. Mais non, il ne nous entend pas. Tu vois, il est justement en train de croiser les bras sur la poitrine et il se met les mains sous les pans de sa veste pour se réchauffer. Le soleil s'est-il couché maintenant ? Me demande mon frère. Le soleil ? J'ai froid tout à coup. C'est parce que tu es dans l'ombre maintenant. Dans l'ombre des arbres de l'autre rive ? Dans l'ombre du visage de l'homme. Ton visage est dans l'ombre de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme ? Il regarde une pierre. Il ne se retourne pas vers nous ? Il regarde toujours la pierre fixement. Quelle sorte de pierre est-ce ? Elle est ronde, et de sa partie inférieure, elle repose dans une flaque vers laquelle mène une étroite rigole où se déverse l'eau du fleuve. L'eau autour de la pierre est claire et propre, comme si la glace était sur le point de prendre. Au fond, je peux voir luire les paillettes de gravier. Et n'y a-t-il pas d'animaux, ni écrevisses, ni vers ? Il y a une mouche. Et elle ne bouge pas ? Elle nage en rond. Elle est morte ? Oui. Si elle est morte, alors c'est que l'eau bouge. Elle monte, c'est la marée montante. C'est un fleuve, dit mon frère, et non pas la mer. C'est la mer, c'est l'océan. C'est le fleuve et nous sommes seuls, il n'y a personne, pas d'homme nulle part. Oui, nous sommes seuls. De la rive où nous étions assis, nous sommes descendus dans le lit du fleuve, et nous voici face à une grosse pierre au milieu des galets. La partie supérieure de la pierre est encore hors de l'eau. Dans les fissures, il y a de la vase sèche, on ne voit rien d'autre. Peut-être une fourmi ? Me dit-il. 2 fourmis. Elles se sont mises à l'abri sur le rocher et elles s'y promènent. Vues d'avion, elles ont l'air de fourmis. Elles nous font des signes et appellent. Si nous avions des mouchoirs, nous pourrions leur rendre leur salut. Est-ce que ce sont des enfants ? Oui, les voilà maintenant couchés sur le rocher. Des ongles, ils s'accrochent à la pierre. Puis un enfant se lève et regarde l'eau.
Grimpe-t-elle toujours, l'eau dit l'un des enfants à l'autre. Je ne peux rien voir, j'ai froid. Moi aussi j'ai froid, dit mon frère. Le vent a fraîchi. Même mon pull vert. Pourquoi regardes-tu la pierre? Retournons plutôt à la maison. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? L'eau! Parle plus fort, me dit-il, je ne comprends rien avec le bruit des moteurs. L'eau s'est avancée et a repoussé les deux enfants sur une petite surface. L'un des enfants traîne l'autre derrière lui, comme une poupée. L'eau cependant est redevenue étale. On n'y décèle aucun mouvement. Un toit s'y balance. Il est en paille. La girouette sur le faîte tourne vivement sur elle-même pendant que le toit oscille. Le vent, là en bas, a certainement tourné à la tempête. Là où la paille est arrachée, on voit volter entre les chevrons les vêtements que le flot a enlevés des caisses et des bahuts. Est-ce que les enfants crient? Oui, ils crient. Je le vois au visage dirigé vers nous où s'ouvre un trou noir. Du sang s'écoule du nez de l'un des enfants. Il n'a plus que sa chaussure droite dont la pointe couverte de boue est elle aussi dirigée vers nous. L'autre enfant a les pieds nus. Les doigts se frottent les uns contre les autres. Et l'eau? Interrogea mon frère. Elle les entoure toujours tous les deux, lui dis-je. Ils se sont tapis au milieu de la surface circulaire sèche. Les voilà tout à coup qui regardent la girouette. Ils peuvent, probablement, l'entendre grincer pendant qu'elle tourne. Nous, ici en haut, nous n'entendons rien. À un endroit, l'eau envahit maintenant le cercle et mouille le talon de la chaussure de l'un des enfants. Tous les deux se taisent aussitôt et se serrent au point qu'on peut à peine encore les distinguer l'un de l'autre, à cet instant. Non, dit mon frère. À cet instant, lui dis-je, un cochon mort arrive au fil de l'eau, sorti de l'obscurité. Il passe lentement près des enfants. Sans savoir ce que leurs bras font, en même temps, ils se frottent les yeux du dos de la main et regardent le cochon. Son ventre, d'une blancheur éclatante, émerge de l'eau en se balançant. Un cochon, dit l'un des enfants rempli d'étonnement à l'autre. Un cochon, dit l'autre en essuyant le sang qui lui coule sur les lèvres. Et pendant qu'assis là, il parle du cochon, très loin à l'horizon, dans les profondeurs de l'eau, naît une secousse dont l'onde se propage à travers les villages et les forêts et casse, sans que nous le voyions, les arbres en deux. Revenons, dit mon frère, revenons. Et tout à coup, lui dis-je, et tout à coup, l'eau monte, 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 l'eau monte, tout à coup l'eau monte, et l'eau monte et... Non, dit mon frère aveugle. Et maintenant, lui dis-je.